Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous incontestable des débats africains. Vous êtes sur AfroWeb TV, vous avez très bien fait de faire le choix de nous contacter sur le plus 1 319 462 89 119 pour débattre des thématiques qui vous intéressent. Moïse Agbenyi c'est moi, c'est mon nom et nous avons des invités en Europe, aux États-Unis comme sur tous les autres continents pour vous aujourd'hui. Ils sont donc présents et à l'heure pour vous servir. Vous pouvez vous aussi contacter et nous participer à ce débat en composant tout simplement le plus 1 319 462 89 79. Vous savez ce que vous devez faire pour vulgariser donc cette émission, c'est de la partager bien entendu avec les uns les autres pour que l'Afrique gagne. Merci infiniment à tous et à chacun de vous de votre fidélité sans cesse renouvelée à votre chaîne préférée AfroWeb TV. Je reçois aujourd'hui pour vous, chers amis téléspectateurs, monsieur Loko Patrick. Il est donc analyste politique. Merci infiniment. On le reçoit depuis l'Europe. Nous avons le privilège de recevoir un invité que vous connaissez très bien, professeur Pinipini, consultant politique depuis l'Europe. Merci infiniment à vous aussi d'être avec nous. Sur le même plateau, nous avons l'insigne honneur de recevoir Maître Perrono Stanley, Pierre Stanley, avocat au barreau de Paris et expert en intelligence économique. Avec vous, nous parlerons donc d'un sujet d'actualité et vous le savez déjà et vous l'avez à l'antenne, les conséquences des élections américaines sur l'Afrique et sur le monde. Nous entendons donc cette première partie de notre émission avec nos invités de ce jour. Et vous le savez, le 20 janvier prochain, le président Donald Trump, le 47e président des États-Unis, sera à la Maison Blanche pour prendre donc les règnes des 52 États. Alors, à quoi s'attendre concernant donc l'Ukraine, la Chine? Peut-elle s'inquiéter? Qu'en est-il donc de l'Afrique? L'OTAN doit-elle trembler? On en parle avec les invités de ce jour. Alors, bien avant donc d'arriver dans le vif du sujet, ma première question pour chacun de vous, je vais aller donc 2 minutes 30 pour chacune des questions que j'aurai à poser à nos analystes de ce jour, à nos invités. Et pour vous qui nous regardez sur notre chaîne YouTube, vous aurez 2 minutes d'antenne, tout simplement pour poser vos questions ou réagir sur leur intervention. Je commence avec monsieur Loko qui est nouveau dans la famille d'AfroWeb TV. Il a aussi donc une chaîne YouTube qui Afrique, disons, il va nous parler de ça aussi. Alors, monsieur Loko Patrick, vous êtes analyste politique. Quelle analyse faites-vous donc des élections américaines aujourd'hui? L'analyse, c'est comme j'ai toujours dit lorsque je parle souvent des États-Unis. En fait, les États-Unis sont parmi les plus grandes puissances mondiales. Donc, ce qui se passe aux États-Unis devrait intéresser tout le monde, surtout les gens, parce que ça va avoir des impacts sur le monde entier. Et l'analyse que je fais aujourd'hui, c'est surtout par rapport à la thématique d'aujourd'hui, donc les conséquences. Moi, aujourd'hui, je parlerai des conséquences que l'élection de Donald Trump va avoir sur l'Europe, sur la Chine, sur l'OTAN et sur le... Allez-y, allez-y, monsieur Loko Patrick, allez-y. On vous écoute, vous êtes en direct. Oui, oui. Oui, je disais que moi, je vais rester sur les impacts, en fait, l'impact de l'état Trump sur la Chine, sur l'Europe, sur l'OTAN, sur le conflit entre Israël et Palestine. Parce que en Afrique, je ne vois pas trop d'impact qui puisse y avoir par rapport à l'élection des États.
Donc, c'était ça. Merci d'avoir planté le décor. Professeur Pini, qu'en est-il de votre point de vue aujourd'hui par rapport aux résultats des élections américaines? On a vu Donald Trump gagner donc les élections. Euh, que dites-vous de ces résultats? D'abord, je vous remercie de l'invitation, tout comme je salue tous mes panélistes qui sont là et tous ceux qui nous suivent, tous nos téléspectateurs par le monde entier. Alors, d'abord, je voudrais féliciter Monsieur Donald Trump pour sa réélection parce que ça a été un combat qu'il a mené il y a 4 ans de cela, donc parce qu'il a commencé son combat pour son retour ici, son comeback dès le 12 janvier 2020, le jour où on avait proclamé l'élection officielle de son challenger Joe Biden. Il a commencé sa campagne et sa contre-attaque qui a abouti à l'élection du 6 janvier, disons, enfin, la proclamation du 6 janvier, 6 novembre dernier. Donc, c'est un combat quand même qui mérite d'être félicité et c'est une leçon pour tous ceux qui veulent se lancer dans la politique, de trouver là une leçon, la façon dont on peut faire la politique. Alors maintenant, il y a effectivement énormément d'interférences par rapport à ce qui est arrivé là-bas. Déjà aux États-Unis même, nous voyons bien que le paysage politique des États-Unis a fortement changé. Les clivages qui étaient très très forts entre les Noirs et les Blancs, nous voyons bien qu'il est en train de s'estomper petit à petit. Si la première élection avait été celle de très très massive de Blancs qui avaient élu, comme les Noirs avaient élu Barack Obama aussi en grand nombre, nous voyons bien que maintenant, cette nouvelle élection, c'est plutôt quand même un certain équilibre, même si les Blancs l'ont élu en grand nombre, quand même il y a eu un certain équilibre par rapport aux Noirs, par rapport aux autres communautés. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit changement de ce côté-là, parce que cette société américaine en a besoin. Maintenant, pour le reste du monde, par rapport à l'Europe, je crois qu'il faut distinguer la politique européenne. Il y a le peuple européen en tant que tel et la politique européenne. Ce sont deux choses différentes. Donc, les peuples américains restent attachés au peuple européen parce que c'est le même peuple. Ils viennent de là. Ils ne peuvent pas aller contre le peuple européen. Donald Trump, il a ses racines en Europe, je crois en Écosse. Il ne va pas aller contre ces racines-là. Donc là, il n'y aura pas de changement par rapport au peuple européen en tant que tel. Mais le problème, c'est la politique européenne. Et là, je crois que Donald Trump, il vient avec une autre vision de la politique. Il demande que les Européens soient de plus en plus autonomes du point de vue de la sécurité, surtout, et qu'il y ait un équilibre dans les échanges économiques. Parce qu'en général, les échanges économiques étaient un peu plus en faveur des Européens, notamment l'Allemagne avec ses voitures, la France avec ses vins et tout ça. Maintenant, il voudrait qu'il y ait un certain équilibre et que les Européens puissent payer les quotes-parts qui leur reviennent, afin qu'ils puissent payer justement plutôt que d'être favorisés. Donc, je crois que là, de ce point de vue-là, oui, il y a un petit changement. Mais les grands défis, c'est la Chine, évidemment, parce que pour eux, la Chine reste le grand concurrent. Et il faudra essayer, dans la mesure du possible, d'atténuer cette concurrence chinoise pour que la Chine ne les évince pas, la Chine ne prenne pas la place que celle de l'Amérique. Donc, je crois que ce sera là le grand défi. Bon, la bataille avec la Russie, je crois que nous avons montré qu'il n'y aura pas de bataille avec la Russie. Hein. La Russie, c'est vrai, peut se défendre, mais la Russie ne fait pas le poids par rapport à la Chine. Par exemple, la Chine, c'est plutôt, je crois que plutôt pour le gouvernement de Donald Trump, le grand morceau de contrer la Chine qui a une influence formidable dans le monde. Par rapport à l'Afrique, bon, le poids de l'Afrique, disons l'Afrique, s'ils viennent en Afrique, c'est surtout pour que l'Afrique reste soumise, pour ainsi dire, à l'Europe, que l'Europe puisse vivre de l'Afrique. C'est pour cela que la présence américaine est toujours très importante. Enfin, l'Amérique vient avec son armée, ses bases militaires,
c'est pour garantir la suprématie, enfin, disons, la vie économique et oui, là, surtout pour l'Europe, parce que pour eux, les Africains, l'Afrique doit servir de, de celle qui livre les matières premières à l'Europe, pour la survie de l'Europe. L'Afrique soumise est importante et là, les grands frères des États-Unis, là, important de garantir que les Européens puissent vivre normalement. Évidemment, eux-mêmes peuvent tirer quelques dividendes, mais ce n'est pas, c'est surtout par rapport à l'Europe. Donc, je crois. Du coup, voilà ce que je peux dire dans un premier temps. On y reviendra sur des détails au cours donc de cette émission. Plus 1 319 462 89 119, le numéro sur lequel vous pouvez nous appeler, participer à cette émission. Nous sommes en direct sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Alors, Maître Perrono, Donald Trump, le président américain, vient de remporter encore une fois les élections. Sentiment de satisfaction ou de déception? Je rappelle que vous êtes haïtien aussi. Merci beaucoup Moïse et bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Effectivement, vous posez la question de savoir si c'est un sentiment de déception ou un sentiment de satisfaction, parce que je suis par ailleurs haïtien. Effectivement, il y a une grande cristallisation, une grande inquiétude qui a été ressentie à travers le monde à cause de cette élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Il est vrai que je suis concerné personnellement du fait de mes origines parce que nous savons quelles ont été les positions adoptées par le président élu Donald Trump lors de sa campagne à l'égard des Haïtiens, position que je ne soutiens nullement. En revanche, ce que je pourrais dire, c'est que Donald Trump ou un autre président américain, celui-ci va mener une politique qui sera nécessairement en faveur des États-Unis. La lecture que je fais de cette élection de Donald Trump, c'est que cette élection nous mène dans un monde avec beaucoup d'incertitudes, dans la mesure où certains considèrent que c'est une élection qui va permettre de stopper la marche vers une troisième guerre mondiale, tandis que d'autres estiment que du fait du retrait des Américains, la Chine pourrait prendre du poil de la bête et essayer de continuer dans ses velléités d'affirmation de puissance sur la région Afrique, sur la région Asie-Pacifique, et cela pourrait mener justement à des tensions qui pourraient elles-mêmes mener à une troisième guerre mondiale ou à un conflit beaucoup plus globalisé, sans vouloir exagérer. Je pense que ce qu'il est important de noter, ce sont deux choses. D'une part, une sorte de déconnexion des élites européennes et américaines par rapport aux populations qui ont voté massivement pour Donald Trump. Il a gagné à la fois au collège électoral, mais aussi le vote populaire. Et ensuite, il faut noter aussi qu'au-delà de toutes les tensions qu'il y a au niveau mondial, c'est-à-dire Russie-Ukraine, mais également Russie, Ukraine, Iran, Israël, Liban, et également les foyers de conflit qu'il y a ailleurs dans le monde, et que cette nouvelle affirmation de la puissance américaine à travers Donald Trump, Make America Great Again, son retrait en termes d'interventionnisme sur la scène internationale pourrait accentuer. Il faut savoir que le vrai sujet qui est un sujet stratégique, c'est le problème de la Chine. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons une puissance qui est une puissance acquise, qui est les États-Unis d'Amérique, qui se fait talonner par une puissance montante qui est la Chine, qui est la deuxième puissance économique mondiale, qui est la troisième puissance militaire mondiale, si je ne m'abuse, et qui aujourd'hui pourrait remettre en cause la puissance américaine. Et c'est ce qui a poussé, à mon avis, Donald Trump à avoir ce positionnement, qui est un positionnement très dur, un positionnement d'affirmation assumée d'une volonté de puissance américaine, qui a été appuyée massivement par la population américaine, dans la mesure où les États-Unis, comme d'ailleurs la plupart des puissances dans l'histoire, ne veulent pas perdre leur première place, qu'ils considèrent comme étant une place qui leur revient d'un pur droit de nature. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le piège de Thucydide.
C'est-à-dire le fait qu'une puissance montante, lorsqu'elle est talonnée par une puissance acquise, lorsqu'elle est talonnée par une puissance montante, généralement va avoir un positionnement de durcissement, un positionnement où elle va vouloir réaffirmer sa puissance qui pourrait mener à un affrontement. Ce que nous ne souhaitons pas. Donc il faudra savoir, est-ce que, comme lors de la guerre froide entre l'ex-URSS et les États-Unis, ce piège de Thucydide ne va pas mener vers un affrontement militaire direct, ou est-ce que on va pouvoir, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir user de diplomatie pour essayer d'éviter une telle catastrophe, ou est-ce que le retrait de Donald Trump va favoriser une multipolarité sur lesquelles d'autres puissances vont venir s'appuyer pour créer un certain équilibre. Je dois rappeler que sur les 16 cas qui ont été recensés, notamment en laboratoire, lors d'une étude à l'université Harvard sur le piège de Thucydide, il y en a 12 qui ont mené à un affrontement dans l'histoire de l'humanité. Il y en a 4 qui n'ont pas mené à des affrontements directs, notamment par exemple la rivalité qui a eu lieu dans les années 70 entre le Japon et les États-Unis. Cette rivalité-là n'a pas mené à un affrontement. La rivalité avec l'ex-URSS. Donc, pour moi, ce qui est important, ce n'est pas tant les conséquences des élections américaines, ce sont plutôt les conséquences que nous allons tirer, nous, Africains, nous, acteurs de la scène internationale, de ces élections-là. C'est-à-dire, est-ce que nous allons nous diriger vers un monde où les acteurs vont pouvoir jouer sur les contradictions pour pouvoir créer un certain équilibre qui ne va pas mener à un embrasement, ou est-ce que un retrait américain, un repli isolationniste va laisser un libre cours, notamment à la Chine et à d'autres puissances, qui pourrait mener à un embrasement et à un scénario catastrophe. Donc, en gros, en fait, je donnerais plutôt des recommandations concernant l'Afrique, c'est-à-dire il faudrait plutôt, par exemple, s'agissant de l'Afrique, que les Africains regardent pour voir dans quelle mesure ils peuvent jouer sur les contradictions, les nouvelles contradictions qui se sont accentuées pour pouvoir tracer leur propre chemin et atteindre une sorte d'indépendance à la fois militaire, économique, continuer aussi la marche démographique, parce que je pense que la démographie, c'est un élément clé de la puissance, et aussi travailler à un retour, toujours dans cette idée d'une marche démographique, à un retour, à un rapatriement des cerveaux pour lutter contre la fuite des cerveaux. Merci. Parce que l'Afrique, c'est un continent sur lequel est un continent qui regorge de ressources et de potentialités, d'un potentiel de croissance qui est très élevé. Mais malheureusement, il nous manque des hommes et des femmes de qualité, puisqu'il y a une fuite des cerveaux de l'Afrique depuis d'ailleurs plus de 5 siècles. Vous êtes sur AfroWeb TV. Monsieur Loko Patrick, vous êtes analyste, vous faites beaucoup plus des analyses. Alors, quelles sont les leçons que nous, Africains, nous pouvons tirer de ces élections américaines? Je n'ai pas bien suivi la question aussi. Je vous posais la question de savoir les leçons à tirer en tant qu'Africain de ces élections américaines. Monsieur Loko, vous m'écoutez? Monsieur Loko, vous m'écoutez? Il semble qu'il ne m'écoute pas. La même question pour le professeur Pinipini. Professeur, si vous m'écoutez, allez-y. Alors, monsieur Loko, il y a un petit problème de connexion avec vous, mais si vous m'écoutez, allez-y. Moi, oui, je vous écoute très bien. Donc, je disais que les conséquences, il faut en tirer parce que nous sommes africains, nous sommes dans un monde. Et nous avons les États-Unis comme étant l'un des patrons du monde. Mais moi, j'ai toujours pensé que l'élection de Donald ou la réélection de Donald Trump ne va pas beaucoup avoir d'impact sur l'Afrique. C'est vrai que l'Amérique viendra toujours puiser en Afrique parce qu'il y a des enjeux militaires et des enjeux dont l'Afrique a un peu de monopole. On parlera par exemple de ce dont les Américains, les Russes ont besoin pour l'armement
nucléaire, tout ça. Nous avons le Zaïre, nous avons le Niger, nous avons la Guinée, nous avons le Mali qui peuvent agir de façon à fournir en fait dont les autres ont besoin. Mais moi, je ne pense pas trop que les grands enjeux de la réélection de Donald Trump se trouvent en Afrique. Je ne pense vraiment pas. Je ne pense pas que l'Afrique pourra gagner ou encore à perdre de la réélection de Donald Trump. Donc, je ne pense pas. Alors, professeur Pinipini Vaucan, dites-vous sur les leçons à tirer en tant qu'Africain sur ces élections américaines. Oui, la première leçon qu'on pourrait tirer, c'est la foi de M. Trump en lui-même. Hein, c'est quelqu'un qui a une grande foi en lui-même et qui s'est attaché sur cette foi-là, sur on pourrait dire ses performances personnelles, mais également, ça demande également aussi de l'abnégation. Parce que c'est quelqu'un qui a même sillonné les États-Unis d'Amérique depuis 4 ans, même si on dit qu'il est très riche, mais il faut quand même le faire. Il fallait avoir cette présence d'esprit d'aller partout à travers les États-Unis, de rencontrer les gens, de parler avec eux, donc vraiment de bâtir ainsi petit à petit son empire, pour ainsi dire, son empire électoral. Donc c'est une leçon pour nous tous, pour les Africains, de savoir que il ne faut pas attendre le dernier moment pour se présenter aux élections. Quand on veut gagner des élections, il faut s'y prendre à temps. Et je crois que je pourrais dire peut-être même l'exemple de Sonko, un peu comme ça, qui a pris le temps de se préparer et d'y aller, voilà, jusqu'à la victoire finale. Je crois donc c'est possible de pouvoir réussir dans les élections, y compris en Afrique, si on s'y met à temps et si on y croit et si on y va soi-même. Donc, il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance, pour moi, je pense aussi, en son peuple et croire en lui, lui donner aussi l'espoir comme il l'a donné. Ça, je crois, je pourrais dire, c'est la première leçon qu'on pourrait tirer. Une deuxième leçon qui pourrait venir, pour moi, c'est de compter aussi sur son propre pays. On a vu que Donald Trump, pendant tout ce temps, il ne s'est pas promené aux États-Unis, enfin, pardon, pas en Europe, pas en Australie, en Chine, tout ça. Il est resté concentré, les États-Unis, par rapport à son projet. Maintenant, donc je crois que c'est aussi important pour nous de pouvoir savoir que nous avons des pays sur lesquels nous pouvons nous concentrer et y travailler sérieusement. Et non pas trouver que nos pays sont ce sont des marchepieds où nous pouvons venir et puis nous pensons à autre chose, mais rester dans son propre pays et travailler pour son propre pays. Pour moi, ce serait la deuxième leçon qui nous a donné par cette victoire de Donald Trump, pour ne pas parler des élections en tant que telles, mais plutôt de la victoire qui est arrivée. Alors pour nous autres, voilà, je peux dire que c'est une leçon pour tout le monde, même pour nous, pour nos politiques en Afrique, pour nos politiciens, pour tous ceux qui nos dirigeants en Afrique. Alors maintenant, effectivement, comme disait mon prédécesseur, par rapport à nos dirigeants, ils doivent comprendre que nous avons des pays éminemment riches et qu'on ne doit pas brader nos richesses avec des morceaux avec des papiers qui s'appellent les dollars américains ou autre chose, parce que souvent, eux, ils voient plutôt l'argent dans les papiers là, qui viennent des États-Unis justement, ou d'ailleurs, plutôt de voir leurs propres richesses qu'ils ont dans leur propre pays. Alors, je crois que par rapport aux États-Unis d'Amérique, comme on voit qu'il y a deux pôles qui sont en train vraiment de se dessiner, il y a le pôle États-Unis et ses alliés, donc les Européens, il y a le pôle Chine et Russie avec leurs alliés. On voit bien que l'Afrique n'est vraiment nulle part là-dedans, même si on croit qu'il y a les BRICS, on va peut-être nous y admettre. C'est vraiment eux qui doivent nous y admettre, mais nous n'avons pas grand-chose à y apporter. Or, il faudra avoir quelque chose à apporter pour s'imposer. Nous sommes un bloc, nous pouvons se former il faut d'abord être soi-même sérieusement affûté pour que les autres puissent vous prendre en considération. C'est vrai que nous n'avons pas de bombes atomiques. Ça, c'est vrai. Mais une bombe atomique, ça se construit aussi. Donc, nous avons de la matière
Et il faudra que nous autres Africains, que nous puissions enfin comprendre ce que c'est que de travailler ensemble, d'être unis, au lieu d'être comme ça dans tout ce petit, ce que Achille Mbembe appelle le poussière d'État, que nous puissions vraiment former ce grand ensemble qui va avoir du poids à travers le monde, parce que nous devons quand même chercher à comprendre, disons, à nous projeter pour savoir que sera l'Afrique, quels seront les Africains d'ici 2-3 siècles. Existeront-ils encore ou pas? Le défi, il est là. Et donc, ça dépend de ce que nous, on fait aujourd'hui dans nos dirigeants. Donc, c'est pour ça que c'est important. Nous sommes à un moment, il y a quand même des signes, il y a des failles un peu partout, dans lesquelles nous, on peut quand même essayer de trouver notre compte pour avoir aussi notre mot à dire et ne pas nous laisser traîner à gauche, à droite, au gré de vagues, comme si nous, on n'avait rien à dire. Nous sommes là que pour te suivre ce que les autres veulent nous imposer. Alors, on parlera tout à l'heure des défis. On parlera tout à l'heure des défis, professeur Pinipini. Je vais remettre la parole tout à l'heure à Maître Perreno. Maître, tous les Africains ont l'ambition donc d'avoir des élections libres et transparentes. C'est pourquoi je posais la question de savoir, concernant donc les leçons que nous pouvons tirer en tant qu'Africains, puisque notre chaîne est dédiée, probablement, la cible principale, ce sont les Africains. Quelles sont les leçons que vous tirez en tant que maître au barreau de Paris? La leçon que je tire, c'est que rien ne peut remplacer la puissance souveraine du peuple. En réalité, Donald Trump, quand on regarde la plupart des médias au niveau mondial, il y avait beaucoup de force, notamment dans une partie de l'élite américaine qui était contre le discours de Donald Trump, qui considérait notamment sur les questions sociales, sur les questions migratoires, mais également sur le discours dominant qui est lié au libéralisme économique et au libre-échange comme un discours qu'il fallait bannir. On voit bien que malgré la pesanteur du système qui se trouvait face à Donald Trump a gagné les élections haut la main. Et surtout parce que aussi il y a toute une série de sujets importants, des sujets de société qui n'ont pas été traités suffisamment, j'estime, par une certaine élite. Et en réalité, qu'il s'agisse de la question migratoire, qu'il s'agisse de la question du libre-échange et de l'isolationnisme, ce sont des questions qui sont difficiles, mais qui doivent être systématiquement traitées par les responsables politiques. Il ne faut laisser aucun pan de la population, aucun pan du peuple de côté lorsqu'on est dans une compétition électorale, mais également lorsqu'on est dans une logique de construction politique d'un État sur une base beaucoup plus régulière. Sinon, on crée une sorte de crispation, on crée des ressentiments au sein de la population et on perd le pouvoir. Je pense que c'est ce qui est arrivé au Parti démocrate. Et surtout, ce qui est aussi arrivé, c'est que nous avons aussi une économie américaine qui connaît des difficultés. Certes, les États-Unis, c'est le pays qui a la plus grande production de richesse au monde, avec un PIB qui est très élevé, qui tourne autour de 30 000 milliards de dollars par an. En revanche, nous avons une inflation qui est galopante depuis la crise, la pandémie Covid-19. Je crois qu'il y a de plus de 20%, mais également nous avons aussi une crise du logement qui remonte d'ailleurs, je pense à la crise des subprimes, et le marché, l'accès au logement aux États-Unis est devenu très très compliqué, très difficile. Du coup, cela a créé du coup des ressentiments, des crispations au niveau de la classe moyenne, et je pense que Donald Trump a été très intelligent. Il a surfé sur ces ressentiments-là, il a surfé sur ces crispations-là, mais également, il a eu un discours qui a remis au goût du jour, qui a remis au centre l'intérêt du pays, l'intérêt
des Américains. Ce qui manque généralement dans nos pays, c'est que nous nous contentons de recevoir des ordres ou de recevoir des directives venues tout droit de Washington ou venues tout droit de l'Europe pour appliquer dans nos pays des politiques néolibérales. En revanche, nous voyons bien que ceux qui ont voulu nous imposer ces politiques-là, aujourd'hui, font un retour aux fondamentaux de la puissance, c'est-à-dire à la nécessité de protéger, de sécuriser le tissu économique national. Donc, je pense que les Africains devraient tirer leçon de cette élection-là et des discours qui ont été portés, qui sont des discours qui reviennent aux fondamentaux de la fonction de l'État, c'est-à-dire sécuriser la population, sécuriser la nation économiquement, militairement et également sécuriser la nation en termes même d'identité nationale. Parce que le terme n'a pas été utilisé aux États-Unis, mais nous savons très bien que les valeurs qui fondent la société américaine et qui font de cette nation-là une nation qui pense qu'elle est promise à une position de domination sur le monde comme étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, un droit qui leur revient d'un pur droit de nature, ont été mis en avant aussi à travers le slogan MAGA, c'est-à-dire Make America Great Again. Donc, il faudrait peut-être que les Africains apprennent à s'inscrire dans leur politique, dans cette volonté d'affirmation de leur puissance et de leur patriotisme, même d'une sorte de nationalisme qui fait passer d'abord et avant tout les intérêts. Maître, allons-y. Oui, qui fait passer d'abord et avant tout les intérêts nationaux. Pour moi, c'est la première leçon à tirer. C'est-à-dire arrêter de se laisser imposer des politiques, une vision du monde qui est totalement tournée vers le libéralisme. Deuxième leçon à tirer. Je pense que ces élections, avec la crainte, les inquiétudes qu'a généré l'élection de Donald Trump à la présidence, a révélé aussi, et à travers même le discours de Donald Trump, les contradictions internes au monde occidental. C'est-à-dire, on se rend compte que même s'il y a un bloc occidental qui est constitué par les pays européens, les États-Unis et aussi certains alliés que les États-Unis peuvent trouver si elles veulent bien aller les chercher en Asie Pacifique à travers des pays qui ont peur de la montée de la Chine, on voit bien qu'à l'intérieur de cet ensemble, il y a des contradictions. Lorsque, par exemple, on écoute Donald Trump faire le récit de sa conversation avec Donald Trump, avec Emmanuel Macron, où il dit à Emmanuel Macron, je vais taxer dès aujourd'hui, sous forme de menace, jusqu'à 100% l'importation du champagne et du vin qui vient de France, qui est importé de France vers les États-Unis, ou lorsqu'on entend les velléités de Donald Trump voulant augmenter les barrières tarifaires. Donc, on comprend qu'à l'intérieur du monde occidental, il y a des contradictions. Et les Africains, s'ils veulent se frayer un chemin, ils doivent peut-être tirer leçon de ce qui s'est passé avec la Chine, de ce qui s'est passé avec le Japon, de ce qui s'est passé avec la Corée du Sud par le passé, pour jouer sur ces contradictions-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ces élections ont révélé les contradictions du monde et surtout les contradictions à l'intérieur du camp occidental, jouer de ces contradictions-là sans forcément rentrer dans un rejet total de l'Occident, mais jouer sur les contradictions pour pouvoir se frayer un chemin. En réalité, c'est ce qu'a fait la Chine en un autre temps, parce que la Chine, 30 secondes. pendant toute la fin du XXe siècle, la Chine a attiré les entreprises étrangères occidentales américaines qui voulaient profiter, qui voulaient réaliser des profits en Chine. Il a joué sur cette contradiction-là pour pouvoir s'opposer aux États occidentaux et récupérer, via des transferts de technologie, un tissu industriel et économique que la Chine a pu recréer. Alors tout à l'heure, maître, professeur Pinipini parlait donc des défis. Je vais revenir rapidement sur le vif du sujet, les conséquences sur les relations internationales. Donald Trump, président aux États-Unis, quelles peuvent être les retombées sur les relations chino-américaines? Monsieur Patrick Loco. Oui, il y aura des grandes retombées. Il y aura des grandes retombées. Parce que déjà, lorsque vous regardez la campagne, lorsque vous suivez la campagne
même de Kamala Harris et de Donald Trump, ils ont mis un accent sur les taxes, donc les droits de douane. Et ils sont allés jusqu'à peu près à 60% de taxes des produits venant de la Chine vers les États-Unis. Contrairement à ce qu'ils ont dit pour l'Europe. Parce que pour l'Europe, ils parlent de 10 à 20%, mais pour la Chine, ils vont jusqu'à 60%. Alors, 60% de droits de douane pour les produits chinois, donc entrant aux États-Unis, c'est quand même énorme. C'est vraiment très énorme. Et moi, je pense que c'est un moyen de pression que Donald Trump se prend pour essayer d'assujettir la Chine. C'est comme a dit l'un de mes confrères, que en fait, nous sommes dans une Amérique qui est en train de chercher à vouloir se débattre contre un potentiel concurrent qui s'appelle la Chine. Il faut donc emmener une certaine pression sur la Chine. Parce que 60% de taxes, de droits de taxes, moi je pense que c'est vraiment impensable. Or, aujourd'hui, nous savons que les États-Unis sont pris comme étant le plus grand partenaire de la Chine. Les États-Unis sont pris comme le plus grand partenaire commercial de la Chine. La Chine ne pourra. Il y a un petit souci de connexion avec M. Loco Patrick. On le reçoit depuis l'Europe. Il est analyste politique. Monsieur Loco, on a du mal à vous écouter un peu. Allez-y, terminez. Oui. La connexion Oui. était faible Donc, à un certain moment donné. Terminé. Ah, d'accord. Donc, je dis qu'aujourd'hui, la Chine prend les États-Unis comme étant le plus grand partenaire commercial. Or, la Chine aujourd'hui est en train de traverser une période de croissance qui n'est pas comme les années passées. D'abord, lorsque vous prenez en 2020, la Chine n'a fait que 2,3% de croissance économique par rapport à son PIB. En 2021, c'est 8%, ça a monté. En 2022, c'était 3%, c'est redescendu. En 2023, c'est 5%. Et là même en 2024, ils sont seulement en train de viser 5%. Alors que lorsque je regarde dans le tableau, nous avons vu la Chine atteindre un niveau de près de 15% de croissance économique entre les années 2006 et 2008, donc en 2007. Et donc, la Chine ne pourra pas chercher à lâcher ce morceau des États-Unis et pourra peut-être céder à la pression de Donald Trump. Donald Trump l'avait déjà fait pendant son premier mandat de 2017 à 2021 en imposant en fait des sommes assez élevées pour des douanes contre les produits en fait venant de la Chine. Et ça, la Chine en a tiré sûrement des leçons. Et puisque la Chine ne voudra pas laisser ce morceau, ce grand morceau qui est les États-Unis, la Chine sera donc sous pression. La question à se poser est celle de savoir, est-ce que le chiffre de 60 donné par Donald Trump est un signe, est un chiffre qui va tenir son coup, ou encore c'est juste un moyen de pression. Voilà pourquoi je parle de la pression en fait sur la Chine. Et cette pression va être là. Voilà. Alors, professeur Pinipini, il y a beaucoup de défis sur le plan donc économique et d'autres, et nécessairement vu que il y a la Chine qui est en train donc de déranger un peu sur un certain pan les États-Unis. Donald Trump président, quel sera l'avenir donc des relations chino-américaines? Ben, ça va être certainement des relations tendues, comme vient de dire mon prédécesseur, dans la mesure où pour les États-Unis d'Amérique, la Chine est un concurrent très très sérieux, parce que si on doit voir les défis du monde actuel se jouent en Asie, et notamment en Asie, disons en Asie du Sud-Est et au Proche-Orient, pour ainsi dire, mais en Asie du Sud-Est surtout parce que c'est là qu'il y a le potentiel humain le plus important dans le monde, c'est là qu'il y a aussi les plus grandes richesses. La production économique mondiale, c'est surtout plutôt par là.
que ce soit la Chine ou même ou l'Inde et tous les pays qui du pourtour indien là. Donc, ce qui fait que pour les États-Unis, c'est un défi très important. Les États-Unis veulent bien sûr profiter de cette manne, pour ainsi dire, qui est en train qui vient de cette Asie-là, mais ce qui n'était pas prévu, c'était justement la présence ou l'émergence de la Chine. La Chine a émergé, disons, depuis les années, on pourrait dire depuis les années surtout 90, que la Chine a pris un virage extraordinaire et qui fait que les Américains ont été un peu surpris. Maintenant, ils sont en train d'essayer de courir un peu derrière la Chine pour essayer de la stopper, mais ça va être très très difficile parce que la Chine a pris effectivement une longueur d'avance avec sa route de la soie, donc son influence grandissante dans toute l'Asie, y compris maintenant même l'URSS dans l'escarcelle de la Chine. Donc ça devient un morceau très très dur par rapport aux États-Unis d'Amérique, mais comme a dit que Donald Trump vient avec son fameux MAGA, de refaire que les États-Unis redeviennent une puissance, une grande puissance économique, une grande puissance militaire, une grande puissance culturelle. Mais je dis que ça va pas être simple parce que c'est un match qui va se jouer avec des arguments sur le terrain, avec des arguments sérieux. Il a en face des gens qui sont aussi qui ont bien compris et qui ont aussi des moyens de résister. Donc ça va être, c'est vrai qu'il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de guerre atomique, pas de guerre nucléaire. Ça, personne ne va s'y aventurer, ni les États-Unis, ni les Chinois, ni les Russes. Mais la guerre économique sera féroce parce que voilà, les enjeux sont ceux-là. Mais la Chine, pour moi, part favorite parce qu'elle est chez elle. Elle est chez elle en Asie. Elle a déjà pris une grande longueur d'avance. C'est une grande population. Ils ont beaucoup de potentialités techniques et technologiques. Donc, ça va être, c'est un grand défi. Mais je crois que c'est un match que, comme on l'a dit mon confrère, qui nous intéresse, nous, en Afrique, de savoir que, comme on dit chez nous, il y a un proverbe qui dit que quand deux éléphants se battent, eh bien, tous les autres petits animaux tout autour peuvent en profiter. Donc maintenant, c'est à l'Afrique de pouvoir jouer aussi sur cela pour pouvoir se positionner dans ces grands matchs-là entre ces deux grands titans de notre monde. Bon, voilà, donc pour terminer, Donald Trump vient avec cette ambition de refaire l'écart qui s'est creusé ou que la Chine a creusé, de refaire vraiment l'écart des États-Unis par rapport à la Chine. Mais il dit que ça va être un défi très sérieux parce que la Chine, pour moi en tout cas, a une longueur d'avance parce que la Chine est un peu partout dans le monde. D'un point de vue économique, la Chine avait bien pris son démarrage. Elle a pris son chemin. Pendant que les États-Unis voyaient les chemins militaires, la Chine avait vu le chemin économique et il a été payant. On finit le tour de table avec Maître Perronneau sur cette question et sur les relations internationales concernant donc la Chine et les États-Unis lorsque le président Donald Trump sera aux affaires. Maître Perronneau, votre avis s'il vous plaît. En fait j'ai un peu du mal à répondre à cette question puisque je me demande bien ce que le président Donald Trump va faire réellement. C'est-à-dire, dans quelle mesure et jusqu'où il va aller dans sa volonté d'imposer notamment des barrières tarifaires, comme le disait tout à l'heure Monsieur Loco, qui peuvent aller jusqu'à 60-75% avec la Chine, dans la mesure où, étant le principal partenaire économique et commercial de la Chine, avec des échanges qui se chiffrent en plusieurs dizaines de milliards tous les jours entre les deux pays, une baisse trop grande des relations commerciales entre la Chine et les États-Unis va certes impacter la Chine parce qu'on sait que le déficit commercial, il est en faveur de la Chine et non pas en faveur des Américains qui importent davantage de produits chinois que les Chinois n'importent de produits américains. Mais en même temps, étant donné cette interdépendance, les contre-coups de cette baisse ou de toute baisse de relations commerciales entre les États-Unis et la Chine
vont aussi fragiliser ou avoir des ondes de choc aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont déjà réfléchi à une solution pour pallier toute éventuelle conséquence d'une baisse ou d'un arrêt des relations commerciales, ce que je pense qui serait impossible. Ça c'est le premier élément. On est vraiment dans un monde où il y a une montée de la complexification des enjeux. Et en réalité, je pense qu'en termes stratégiques, on est dans du sur-mesure. Par exemple, quand on regarde la Chine, déjà, elle ne peut pas se permettre de subir sans réagir les barrières tarifaires que Donald Trump serait amené à lui imposer. Mais en même temps, on voit que la Chine, dans le conflit Russie-Ukraine, on voit que les États-Unis appuient l'Ukraine, puisqu'il y a plus de 90 milliards de dollars d'aide depuis 2022, dont 2/3 en termes d'aide militaire allouée par les États-Unis à l'Ukraine. Mais en même temps, on voit que la Chine, dans ce conflit-là, on pourrait dire qu'elle soutient la Russie, puisqu'elle ne lâche pas la Russie, mais en même temps, la Chine vend autant de matériel militaire à la Russie qu'à l'Ukraine. Donc, du coup, la Chine, elle est à la fois du côté occident, elle est le principal ennemi adversaire, je ne sais pas quel terme utiliser d'ailleurs, des États-Unis, mais elle est à la fois dans des relations d'interdépendance, mais de relations aussi commerciales avec des alliés de ce qu'on pourrait encore appeler l'Occident. Donc, on est vraiment dans un monde qui est complexe et je souhaiterais que les Africains ils comprennent, que nous, Africains, nous comprenions vraiment cette complexité des relations internationales de nos jours, cette complexité sur laquelle il va falloir qu'on vienne broder pour essayer de trouver notre propre route. Parce qu'on voit aussi que la Chine est très présente de plus en plus en Afrique. Elle promet de faire un investissement massif dans plusieurs pays africains. C'est ce qui a été dit, annoncé lors du dernier sommet Afrique-Chine. Mais est-ce que cette Chine-là qui va venir en Afrique, est-ce que l'Afrique est prête à la recevoir? Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que la Chine est prête à recevoir? Est-ce que l'Afrique est prête à recevoir cette Chine sans se laisser engloutir, sans se laisser totalement dominer à plat de couture, comme cela a été le cas pour l'Europe, comme cela a été le cas pour les États-Unis lorsque ces pays-là ont réalisé leur pénétration du continent africain du point de vue économique et du point de vue militaire et même du point de vue symbolique, puisque nous avons des constitutions, nous avons des valeurs économiques dominantes en Afrique qui ne sont que les copies parfaites de ces démocraties occidentales. Donc, on est vraiment dans un monde qui est très complexe aujourd'hui et il faut être conscient de cette complexité-là, être conscient des liens d'interdépendance, mais aussi des contradictions pour pouvoir tracer son propre chemin. Et je dis toujours, en priorisant des régimes qui sont forts économiquement, avec un bras étatique pour mener une vraie politique économique de protection du tissu économique et de développement du tissu économique de nos pays, en misant aussi sur nos ressources naturelles et également sur notre population. Nous avons une diaspora haïtienne qui est africaine qui est très forte à travers le monde. Nous avons une population africaine qui est très élevée. Il faut que cette population soit formée. Il faut que l'on mise sur les hommes et sur les femmes pour pouvoir étoffer notre stratégie et essayer de tracer notre route. Toujours s'agissant des relations entre les États-Unis et la Chine, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que certes, comme l'a dit le professeur, pardonnez-moi, le professeur Pinipini, comme il l'a rappelé, la croissance économique mondiale a basculé, ne se trouve plus en Occident, mais est aujourd'hui dans l'Asie-Pacifique. Ce qui fait de cette région-là une région qui est une région fondamentale, stratégique, et comme la Chine, elle est chez elle, elle a en réalité, territorialement, en termes de proximité, un avantage compétitif. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique, même si économique ne s'est pas déplacée vers l'Afrique, l'Afrique a un potentiel de croissance économique qui est phénoménal. Donc maintenant, aux Africains de faire de cette
de ce potentiel de croissance économique une réalité afin d'attirer les regards, d'attirer les entreprises à la fois africaines mais aussi étrangères et le jeu de la politique internationale sur le continent africain et ainsi pouvoir faire la promotion de l'Afrique et réaliser notre croissance. Fin de cette première partie. Merci à Maître Perronneau, à Professeur Pinipini et à Monsieur Loco Patrick de rester toujours avec nous. On prend une pause de 40 secondes et on revient juste derrière. Ils sont engagés pour la cause commune, celle d'apporter des solutions au monde dont souffre l'Afrique. Politologues, sociologues, acteurs de la société civile, acteurs politiques de tous bords, journalistes et analystes politiques.